Jadis, la place de la femme n'était qu'au foyer. Désormais, elle s'est décidée de quitter dans son carquois pour se dire que je suis un être à part entière. Aujourd'hui, dans Table Honor, nous parlerons d'un sujet sensible, la place de la femme dans la société. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et bienvenue à l'invité du jour. Bonjour Madame Grace Lola. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Toute belle, hein? Et vous aussi, hein? Lutte contre la vieillesse. Comment donc? Vous ne voulez pas reculer? Pas du tout pour moi. Pas du tout. Alors, Madame Grace, vous avez déjà entendu notre thème. Est-ce que vous êtes prête pour ce thème? Prête. Toute prête. Toute prête. Alors, bien avant d'entamer notre thème du jour, on aimerait d'abord vous soumettre à un petit test qui est toujours difficile. Parlez-nous de vous d'une manière succincte. Qui est Madame Grace Lola? Bon, je ne sais même pas comment je peux me présenter, mais au moins mon nom c'est Grace Lola Hamba. Je suis une actrice du mouvement associatif féminin en RDC. Je suis activiste genre et droits humains de la femme. Consultante en développement organisationnel. Je suis éducatrice civique et électorale. En ce moment, je coordonne une ONG dénommée Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED. Mais je suis aussi coordonnatrice ad intérim du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO. Elle n'est pas petite, elle a beaucoup de casquettes. Madame, on aimerait d'abord aussi savoir comment est-ce que vous avez découvert votre talent pour le mettre en exergue. Aujourd'hui, être cette femme à multiples casquettes. Bon, plusieurs choses ont concouru en tout cas. La première des choses, je suis né d'une famille où les filles sont venues bien avant. Et notre mère était un peu malmenée par sa belle famille, du fait qu'elle n'avait que des filles, et on disait qu'est-ce qu'elles vont être celles-là, c'est des bonnes à rien. Alors quand notre papa, qui était enseignant et puis chef d'établissement, directeur d'école primaire, nous met à l'école, je suis captivé par deux femmes dont j'ai toujours gardé présent à l'esprit les noms et les visages. Okay. Elles sont devenues un peu comme mes idoles. Madame Liao Kanza, la première ministre des Affaires sociales à l'époque, sous Mobutu. Et puis Madame Mayuma Kala. Okay. Je les ai étudiées à l'école. Puis je commence à me dire, mais pourquoi un jour je ne peux pas parler comme ces femmes? Okay. Pourquoi je ne peux pas émerger comme ces femmes? Je suis encore toute petite à l'école primaire et puis j'ai coupé là où il y avait leurs photos. J'ai collé ça au mur de ma chambre. Okay. Et il y a mon père qui nous encourageait, ma grande sœur et moi, pour dire, vous êtes des filles, mais vous pouvez être comme ces femmes-là dont vous êtes en train de parler, que vous prenez comme référence. À l'école, j'ai émergé. En tout cas, j'étais quand même intelligente. Je termine mes études secondaires. J'ai fait les graduats. C'est la pédagogie que j'ai fait. Puis je suis enseignante du secondaire. Mais je ne me sens pas bien dans ma peau. J'ai envie de faire autre chose. Et je vais m'orienter vers le mouvement associatif. Et en ce moment-là, j'ai eu la grâce de rencontrer deux personnes, deux hommes que moi je prends comme mes mentors. Si je suis aujourd'hui actrice dans le mouvement associatif, j'ai été encouragée par deux hommes. D'abord, un certain Bob Moussema. Je suis dans la province du Kwilu, dans la ville de Kikwit. Je commence mes premiers pas dans le mouvement associatif, dans une organisation que lui conduisait. Réseau d'action pour le développement d'activités rurales qu'on appelait Radar. Mais je suis entré là-bas juste comme une simple secrétaire. Comme j'avais fait
les techniques commerciales au secondaire. À l'ISP, j'ai fait l'anglais et la culture africaine. J'entre dans une ONG, je n'ai pas de prérequis. Donc vous parlez anglais? Oui. J'entre dans une ONG, je n'ai pas de prérequis pour le mouvement associatif. Je me suis dit, secrétaire, c'est bon pour moi. Okay. Mais lui découvre en moi des capacités pour aller loin. Et quelques 2-3 mois après, il me donne des responsabilités comme son assistante. Je me casse en 1000 morceaux pour répondre aux attentes qu'il avait vis-à-vis de moi. Évidemment, il m'envoie aussi en formation. Je sors du pays. J'ai fait Brazzaville pour la première fois. J'ai fait Israël. J'ai fait le Rwanda. Alors je me dis, en tout cas, je peux donc aller plus loin. Okay. Et là, c'est dans le domaine du mouvement associatif, mais la thématique développement communautaire. Mais quand je rencontre maintenant le président Paul Nsapou, aujourd'hui président de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, là il est président de la Ligue zaïroise des électeurs, parce que nous sommes au Zaïre à l'époque. Je fais mes premiers pas maintenant dans la thématique droits de l'homme, éducation civique électorale. J'entre là juste comme une simple sensibilisatrice, mais il découvre en moi des atouts et il me pousse à devenir formatrice et puis observatrice des élections. Et puis je vais être déployé sur terrain dans quelques pays africains. On va observer les élections. Je vais découvrir qu'en moi, il y avait plus que d'être une simple enseignante. Donc, il y avait d'abord en moi cette envie-là d'aller quelque part. Mais il y a des gens qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu et qui m'ont boosté. Alors là, c'était votre propre expertise. Alors, comment est-ce qu'une autre personne qui vous regarde à l'instant pourra aussi s'auto-découvrir pour mettre aussi ses talents en exergue? Oui, c'est vrai qu'on peut avoir assez d'atouts. Chacun de nous a assez d'atouts. Mais dans les atouts que vous avez, il y a toujours un atout qui prédomine. Quelque chose que vous faites sans trop de difficultés. Vous ne peinez pas à réaliser quelque chose. Vous le faites sans que vous sentiez comme si c'était une corde au cou. Dites-vous que c'est un talent et vous devez maintenant le fructifier. Alors, au-delà de ça, il y a aussi l'ambition. Si vous n'avez pas l'ambition, vous pouvez avoir votre talent, mais il va mourir en vous. Il va vieillir en vous sans qu'il ne soit, en tout cas, étalé au grand public. Donc, il y a la question d'avoir de l'ambition. Il y a la question de croire en soi-même, croire dans ses capacités. Et ne laissez personne vous faire douter de ce en quoi vous-même vous croyez. Et vous-même ne vous sous-estimez, ne vous sous-estimez pas. Et quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez vous vendre, ne soyez pas timide. Ne restez pas bouche bée, parlez. Parce que c'est de cette manière que les gens vont vous découvrir. Prenez des initiatives. Il y a des gens qui ont autant de talent, mais quand il est dans un environnement où il devait se faire connaître, il est timide, taiseux ou taiseuse, ne dit rien, les gens ne découvriront pas ce qu'il y a en toi. C'est comme la Bible dit, la lampe, on ne l'allume pas pour la mettre sous la table. Vous la mettez au-dessus de la table pour qu'elle éclaire. Donc ce qu'il y a en vous, il faut l'étaler, il faut mettre ça à la disposition des autres. Voilà pourquoi dans cette émission, nous avons une devise qui dit « Talent plus travail est égal à excellence ». Comment vous trouvez la devise? Vous avez raison. Elle a tout son pesant d'or. Talent plus travail est égal à excellence. Oui, ça donne l'excellence. Vous pouvez avoir du talent, mais si vous ne le fructifiez pas, vous ne travaillez pas, ça ne donnera rien comme fruit. Et vous avez le talent, vous le fructifiez, donc vous le mettez au travail. Ça va donner du fruit, ça va donner l'excellence. Vous avez raison. J'adhère à ça. Vous adhérez, merci en tout cas. Nous retournons maintenant dans notre sujet du jour. Oui. La place de la femme dans la société. Alors, Madame Grace Moula, dites-nous, quelle est la place de la femme
dans la société actuelle? Une question fleuve. Il y a à boire et à manger, mais moi je pense que si on doit parler de la place de la femme dans la société actuelle, il faut d'abord découvrir qui elle est, la femme. Pour qu'on dise sa place c'est où, il faut qu'on sache d'abord elle-même qui elle est. La femme, c'est une personne humaine, à part entière, comme l'homme. La Bible nous dit qu'elle a été créée à l'image et la ressemblance de Dieu, comme l'homme. Donc c'est une personne humaine qui a des droits, qui a des devoirs, comme l'homme. C'est une personne humaine qui a de l'intelligence, qui a des atouts qu'elle peut fructifier et mettre à la disposition de la société. Moi, je dis souvent que la femme, c'est un partenaire naturel et privilégié de l'homme sur le plan physique, sur le plan biologique. Mais sur le plan de la vie au quotidien, sur le plan du développement de notre environnement, la femme, c'est une partenaire incontournable dans toute initiative qu'on peut prendre sur le plan du développement, sur le plan de la paix, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la gestion de la cité. La femme est une partenaire incontournable. Et vous allez m'excuser parce que moi je retourne toujours au commencement. Et au commencement, c'est Dieu. Quand il a créé l'homme, il dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Il faut lui créer une aide semblable. Mais quand il crée cette aide semblable, il leur donne une mission. Il dit multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Donc, dominez sur tout ce qui se meut. Donc, il donne la même mission et à l'homme et à la femme. C'est-à-dire que le Créateur avait vu en l'homme et en la femme de gens qui se complètent harmonieusement en tout et pour tout. C'est comme ça qu'il leur donne la mission d'assujettir la nature, la création. Or, on ne peut assujettir que quand on a le pouvoir. On ne peut dominer que quand on a le pouvoir. Dans la femme, Dieu a vu qu'il y a des atouts pour dominer, pour assujettir, de la même manière que dans l'homme. Donc, si nous prenons d'abord la femme telle que je viens de la définir, nous pouvons maintenant dire où est sa place. Sa place, c'est à côté de l'homme. Dans toute initiative, dans tout ce qui peut être fait, en commençant par la famille, pour se déverser dans la communauté et aller dans la grande sphère qui est la nation. C'est la façon dont nous-mêmes, en tant qu'humains, avec nos coutumes, avec nos traditions, nous avons dévié le plan merveilleux de Dieu et nous pouvons penser que c'est l'homme qui est seul capable de faire ceci et la femme attend. La place de la femme, c'est à côté de l'homme dans toute initiative, dans tout travail. C'est en se complétant harmonieusement, l'homme donne du sien, la femme amène aussi son apport, sa façon de voir, sa façon de réfléchir. Elle donne sa contribution et ensemble, on fait avancer la nation, on fait avancer la famille, on fait avancer les choses. Madame Grasslula, pensez-vous que depuis que la femme a été émancipée, elle garde toujours ses vertus de la femme? Ou bien la femme d'aujourd'hui, elle est devenue trop féministe? Bon, trop féministe, c'est une façon dont les gens peuvent voir les choses. Mais moi je dis, et l'homme et la femme, nous sommes en train de vivre dans un environnement qui change. Un monde qui est en perpétuel mouvement. Et il y a des mutations économiques, des bouleversements politiques. Il y a tout ça, des défis que le monde actuel nous impose, qui amènent à ce que l'homme et la femme y changent aussi. Sinon, nous serions encore dans la forêt, dans des maisons emplisées, vivant de la cueillette et de la pêche et je ne sais pas moi de quoi. Le monde a évolué et l'homme et la femme évoluent aussi. Avec. Dire que la femme a oublié les vertus d'hier et qu'elle devient trop féministe, moi je dis
c'est le défi que nous impose la vie actuelle qui amène la femme à développer, pas à oublier ses vertus, parce que bon, ça c'est une affirmation trop gratuite. Parce que dans tout ça, il y a effectivement les femmes qui ont un peu dévié, mais il y en a, tout en vivant dans le monde d'aujourd'hui, mais qui gardent leurs vertus, leurs valeurs intactes. Mais ce que je voulais faire voir ici, c'est que le monde d'aujourd'hui nous impose des défis qui demandent à ce que l'homme et la femme changent aussi dans leur comportement, dans leurs attitudes, dans leur prise de position. Si on dit que la femme est devenue trop féministe, il faut se poser la question pourquoi. Et moi je me dis, il y a aussi le fait que l'homme a développé une masculinité qui est devenue suffisamment nocive, une masculinité assez toxique, une masculinité négative qui amène la femme maintenant à s'adapter face à tel comportement, à telle attitude. Pour ma propre survie, je fais comment? Donc c'est dans la recherche de la survie que la femme développe aussi des mécanismes pour se maintenir en vie. Sinon, elle disparaît. Sinon, on l'oublie. Sinon, elle n'est pas là où se prennent les décisions. Sinon, elle est invisible. Elle ne sera pas audible. Donc, c'est dans la recherche de la survie pour jouer son rôle pleinement à côté de l'homme qu'elle développe maintenant des mécanismes de survie et elle prend des initiatives pour qu'on ne l'ignore pas, pour qu'on ne l'efface pas, pour qu'on sache qu'elle est aussi partie prenante dans tout ce qui est en train de se faire, dans tout ce qui se dessine, dans tout ce qu'on peut réaliser comme développement dans le pays. Mais Madame Grace, oui. Qu'à cela n'empêche, elle peut toutefois s'initier à ce qui se passe, s'adapter à ce qui se passe, mais tout en gardant ses vertus. Parce qu'elle est femme. Tout à fait. En étant trop féministe quand même. Tout à fait, je le dis. Je dis, toute loi souffre d'exception. Okay. Il y a celles qui gardent les vertus, les valeurs. On nous a toujours dit que nous sommes des conservatrices de la tradition. Je ne sais même pas quelle tradition nous devons conserver. Il y a celles qui sont vraiment femmes, mères, sœurs à part entière. Mais il y en a dans la façon de revendiquer ses droits, de chercher sa place, qui s'égarent un peu. Qui peuvent s'égarer. Et ça, c'est normal, même les hommes. C'est normal, eux, madame. Ils le font aussi. C'est normal de s'égarer deux fois? Bon, ça dépend de comment nous prenons égarer. Moi, je dis peut-être que c'est aller trop vite égaré, mais c'est que dans la façon de revendiquer le droit, nous pensons que nous devons nous imposer. Si on s'impose, ça n'ira pas. C'est un problème de société où l'homme doit comprendre qu'il doit compter sur la femme et la femme doit compter sur l'homme. Parce que c'est en se tenant la main, en développant un partenariat gagnant-gagnant, en développant un partenariat adulte, que nous irons de l'avant. Aujourd'hui, on parle de la question du genre. Et le président de la République a même, l'année passée, été le parrain d'un atelier ici sur la masculinité positive. Pourquoi tout ça? C'est pour tenter de rééquilibrer les choses. Donc les femmes qui, en revendiquant leurs droits, deviennent un peu comme agressives, c'est aussi par rapport à ce qu'elles ont subi. D'une façon ou d'une autre, ça peut, en tout cas, la faire sortir un peu de sa ligne de conduite. De la ligne de conduite, parce que ce que nous voulons, ce n'est pas une guerre avec les hommes, mais c'est que les hommes comprennent que ce monde-là, on est tous ensemble. Soit nous gagnons ensemble comme des personnes sensées, des personnes intelligentes, soit nous périssons. Parce que les hommes seuls ne réussiront jamais, les femmes seules ne réussiront jamais, c'est la conjugaison de tous. Chacun amène sa part de contribution et le monde devient un monde où il fait beau vivre.
un havre de paix. Wow. Alors, on aimerait savoir, il y a une différence. Donnez-nous la différence entre la femme d'hier et celle d'aujourd'hui. Quelle est la différence? Sur le plan biologique, sur le plan anatomique, sur le plan Sur physique, tous les il n'y a plans. aucune différence. Sur tous les plans. Il n'y a aucune différence sur le plan biologique. Nos arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères avaient la même morphologie que nous. Ok. C'était des femmes à part entière comme nous, différents de la morphologie des hommes. Mais la différence aujourd'hui plan entre social. la femme d'hier et d'aujourd'hui, sur le plan social, c'est que la femme d'hier, son environnement, c'était plus sa famille. C'était la femme de l'intérieur. Son environnement se réduisait à sa famille et en tout cas au cercle le plus rapproché de sa famille, parce qu'elle était presque totalement dépendante de son mari, de son époux ou de l'homme qui était comme le responsable de la famille sur le plan économique. Même les études en ce moment-là, ou les tentatives des études, réduisaient aussi leur filière ou ramenaient les filières d'études vers la famille. Nos mamans, nos grands-mamans, ils ont fait les écoles ménagères. L'école ménagère, ça ne va t'amener nulle part sinon à mieux faire le travail en tant que mère, en tant qu'épouse, dans ta propre maison. Peut-être une infirmière, un peu le prolongement du travail que tu fais à la maison pour garder d'autres personnes qui sont vulnérables, qui sont malades. Peut-être enseignante, ça te ramène aussi un peu comme garder les gens. Ça fait que c'était deux femmes qui subissaient aussi beaucoup de la coutume, des stéréotypes du genre, parce que tout était déjà bien calculé. Ça, tu ne peux pas faire parce que tu es femme. Cette filière-là, tu ne peux pas entrer par rapport à tes études parce que tu es femme. L'environnement était assez réduit. Mais la femme d'aujourd'hui, face aux mutations économiques, au bouleversement politique, à l'environnement, ça fait que l'homme qui pouvait prendre totalement la charge de sa maison du 1er au 30, de janvier en décembre, la femme attend, l'homme ramène tout et la maisonnée et tous ceux qui dépendent de la famille trouvent leur compte. Ça fait qu'aujourd'hui, soit l'homme est au chômage, soit qu'il a un emploi moins payé qui ne lui permet pas de prendre en charge totalement sa famille nucléaire. Et puis nos familles africaines, c'est des familles manches longues. Ah ouais. Il y a un ami qui dit des sous-tantes, des vice Neveux. des vice-neveux, tout ça. Quand l'homme se retrouve ainsi coincé, la femme est obligée de prêter main forte. Elle ne va pas prêter main forte en restant Raccoisé. nécessairement dans son ménage. Il faut qu'elle sorte. Elle n'est plus la femme de l'intérieur maintenant. Elle va à la conquête du monde pour chercher le mieux-être pour sa propre famille. Ça, c'est de un. Mais de deux, aujourd'hui, les filières d'études, jadis réservées aux hommes, ça n'existe plus. La femme peut faire n'importe quelles études, comme l'homme le fait. La femme est présente dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie, qui la fait quitter sa maison vers le dehors. Et même sur le plan politique aujourd'hui. Il y a plus de femmes aujourd'hui en politique qu'il y a des années. Et ça, c'est un travail public qui t'amène vers l'extérieur, mais qui te donne des possibilités pour soutenir ta famille, ton ménage. Mais la femme d'aujourd'hui, elle est en fait de plus en plus libérée des contraintes de la coutume, des pratiques limitatives. Elle est plus autonome sur le plan financier.
elle est plus, comment dirais-je moi, elle ne dépend pas totalement de son mari. Elle est suffisamment indépendante. Elle peut se prendre en charge et prendre les autres en charge. C'est ça qui fait la grande différence. Mais cette différence, c'est par rapport à l'environnement, aux défis que nous impose le temps actuel. Madame Grace, vous avez effectivement raison sur ce coup-là, mais il y a une petite différence. Moi, je vois que la femme d'aujourd'hui, elle a réussi sur le plan du travail. Elle est là, elle s'est épanouie, elle s'est imposée. Mais sur le plan éducationnel, la femme d'aujourd'hui a vraiment lamentablement échoué. Vous partagez mon avis? C'est ton avis, je la respecte. Je ne partage pas ça totalement parce que j'avais dit au début ici que toute loi souffre d'exception. Moi, je connais des femmes qui ont un travail en dehors de sa maison, qui sont suffisamment, superbement occupées, mais quand elles rentrent à la maison, elle est mère, elle est épouse. Elle sait encore entrer dans sa cuisine, préparer pour son mari. Elle sait s'asseoir à table et contrôler les cahiers de ses enfants. Elle a le temps de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Je sais que le défi du temps présent ne nous donne pas suffisamment de temps à passer avec nos enfants. Ça fait que finalement, c'est l'éducation pas formelle que nous donnons, pas formelle que donne l'école, mais c'est dans l'informel que les enfants puisent plus. Nous parlons aujourd'hui des réseaux sociaux. Nos enfants aujourd'hui, leur vie est pleine d'écrans. Si il est au salon ou dans sa chambre, il est devant la télévision. Nous ne sommes pas là pour contrôler toutes les chaînes que l'enfant est en train de regarder. Et là où il a son ordinateur portable, ou même de table en chambre, il est connecté à l'Internet. Nous ne sommes pas là, nous parents, pas seulement la maman, même le papa. L'éducation des enfants incombe et au papa et à la maman. Mais bien qu'on dise qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une société, bien qu'on dise que c'est nous, en tant que mères, qui passons plus de temps avec les enfants tiennent plus de l'éducation qu'ils ont de nous en tant que maman. Mais le papa aussi a sa part de responsabilité parce qu'il amène l'élément homme, l'élément masculin. Là où l'enfant peut négliger, peut ne pas avoir peur de la maman, mais aussitôt que la voix masculine s'impose, l'enfant rentre dans ses petits souliers. Mais combien de papas aujourd'hui, combien de pères aujourd'hui passent du temps avec leurs enfants? Déjà que le travail est trop prenant, ils sortent tôt, ils rentrent tard, peut-être même quand ils rentrent à la maison, les enfants dorment déjà. Il est parti pendant que les enfants étaient déjà en train de partir à l'école. Peut-être qu'ils n'ont même pas eu le temps de se dire bonjour. Et comme ça, toute une semaine passe. Et le week-end, il est plus avec ses amis qu'avec les enfants. Permettez-moi de placer quelque chose. Parce que ça m'avait fait mal. Quelqu'un a partagé sur les réseaux sociaux une expérience d'un petit enfant, un gamin de 5-6 ans, qui a vu que le temps passé, il n'avait pas la possibilité de s'asseoir et de parler avec son père, de manger avec son père. Et ce soir-là, il a attendu le retour de son père. Okay. Son père rentre tard, l'enfant l'embrasse et lui dit, papa, tu gagnes combien par heure de travail? Le papa se fâche. Tu es resté là pour m'attendre et me poser cette question. Tu sais combien je suis fatigué? Je cherche de l'argent pour vous. Va te coucher, l'enfant est allé dormir. Mais entre-temps, lui-même, il se pose la question, mais cet enfant ne m'a jamais posé une telle question. Il le suit en chambre. Pourquoi tu m'as posé cette question? L'enfant dit non, je veux simplement savoir combien tu gagnes par heure de travail. Je ne me rappelle plus le montant, mais je donne par hasard. L'enfant dit 10 $. Le papa dit 10 $ par heure. L'enfant fait sortir son petit sac dans lequel il garde le reliquat de son argent de poche. Et il a 5. La moitié de ce que son papa gagne. Il dit, papa, prête-moi la moitié de ce qui me manque pour faire l'argent qu'il te faut par heure. Papa dit, mais tu as déjà l'argent, tu me cherches encore, tu vas encore prêter.
Donc c'est pour ça que tu me demandais ce que je gagne. Il dit non, donne-moi, je vais te dire quelque chose. Le papa lui donne les 5 dollars. Il a 10 dollars maintenant. Maintenant, il redonne ça à son père. Il dit, papa, prends 10 dollars pour 1 heure que je voudrais passer avec toi demain. Je t'en supplie. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps pour moi. Je voudrais demain manger avec toi et parler avec toi comme homme. Le papa a pleuré. Donc je donne cet exemple pour dire, il n'y a pas que les mamans, les femmes qui sont parties et les enfants livrés à eux-mêmes, même le papa. Je sais que nous avons suffisamment du travail, nous sommes surchargés, mais la famille avant toute chose. Si tu meurs, ce n'est pas ton travail qui va te manquer, parce qu'à la minute, on va te remplacer. Mais ta famille va te manquer. Mais vous êtes quand même sans ignorer, quand une famille est une famille réussite, c'est la gloire de la femme et non de l'homme. Donc, le comble l'année que c'est la femme qui est au top, celle qui doit surveiller sa famille. Quand elle échoue, quand la famille échoue, c'est la femme qui échoue. Ah ben moi, je ne pense pas que c'est seulement la gloire de la femme. Quand une famille réussit, c'est la gloire de tout le monde. Et du papa, et de la maman, et des enfants, c'est la gloire de tout le monde. C'est pourquoi des questions telles que ce que vous venez de soulever, c'est des questions de société. Souvent que nous laissons passer au hasard, ça demande une réflexion. Ça demande qu'à un moment, on s'arrête, qu'on réfléchisse. Nul n'est besoin d'être dans une course effrénée d'argent, de prestige, du bien-être, si chez nous, la famille est en train de se désagréger. Ça ne sert vraiment à rien. Nous devons d'abord arranger notre petit terroir. Même Jésus a dit d'abord à Jérusalem et puis après tu peux aller en Galilée. Petit à petit, nous sommes en train de chuter avec notre émission d'aujourd'hui. Alors, on aimerait savoir, madame, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si aujourd'hui il y a beaucoup d'antivaleurs, parce que vous, femme, vous avez laissé votre place pour aller prendre une place qui n'est pas la vôtre. C'est quoi la place qui n'est pas la nôtre que nous avons? Vous voulez vous égaler à l'homme, à tout prix. Mais Dieu nous a mis à pied d'égalité. Non, on ne sera jamais égal à l'homme, madame. Non, physiquement, nous ne serons jamais égal à l'homme. L'homme est homme, la femme est femme. Mais sur le plan des droits, sur le plan des attributs, des prérogatives, l'homme a le droit à la vie, la femme a le droit à la vie. L'homme a droit au travail, la femme a le droit au travail. L'homme a droit au mariage, la femme a droit au mariage. L'homme a droit de circuler, de s'exprimer, la femme aussi. Ce sont ces droits-là qui ont perdu le vertu de la femme. Parce que jadis, la femme, elle était soumise. Moi, je pensais que la femme, elle était meilleure comme ça. Parce qu'avec vos droits, regardez vos enfants qui en pâtissent aujourd'hui. Vous ne savez plus contrôler vos enfants. Moi, je ne partage pas cet avis. Je respecte ton opinion. Même jadis, il y avait des droits. Les droits n'ont pas émergé avec la société d'aujourd'hui. Elles existaient depuis longtemps, mais il y avait équilibre. Les hommes respectaient les droits des femmes. Les femmes respectaient les droits des hommes et il y avait harmonie. Mais aujourd'hui, je parlais ici d'une masculinité toxique. Je parlais ici d'une masculinité hégémonique. Je parlais ici du déséquilibre, des inégalités, des discriminations qui font que la femme se sent obligée de se dominer pour dire non, mais je suis là aussi. Sinon, elle est invisible, elle n'est pas audible. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je pense que Madame Grace Lou avait vraiment beaucoup à dire, mais on vous donne quand même la chance dans 5 secondes parler à la femme, ce que peut-être vous n'avez pas pu dire. Je suis femme, je parle à mes sœurs, à mes collègues, à mes filles. La femme est un être humain à part entière, qui a des droits, mais qui a aussi des devoirs. Nous sommes à côté de l'homme, pas pour bagarrer, prendre sa place. Il a sa place, nous avons notre place. Parce que nous sommes des partenaires. Tant qu'on est partenaire, dans une dynamique gagnant-gagnant, l'homme amène sa part, la femme amène sa part, et tout le monde se sent bien, il y a harmonie, il y a la paix. C'est quand la femme se sent écrasée, oubliée, quand il y a le déni de ses droits, qu'elle se relève pour dire non mais moi aussi je suis là, et qu'elle commence à revendiquer,
Et on dit non, voilà, elle n'est plus à sa place. Dieu avait merveilleusement organisé les choses. L'homme et la femme sont égaux en droit et en dignité. C'est la fin de cette émission. Je dis un joyeux anniversaire à Pascal Nsenga. Une année de plus, ça s'est fait. Alors, profite bien de cette journée. Puisse l'Éternel te combler de bénédictions et de grâces venant d'en haut. C'est la fin de cette émission, mais il y a une deuxième rubrique. On ne finit pas cette émission de cette manière. Alors, il y a une deuxième petite rubrique. Alors, c'est une question qui n'est pas du tout évidente. Alors, pour cela, on vous donne un peu le temps d'essouffler un peu parce que vous avez beaucoup parlé. Vous devez prendre un peu d'air. Vous devez prendre un peu d'air, vous respirez. Moi, je conseille toujours de respirer et d'aspirer. Vous respirez, vous aspirez. Si vous êtes prête, vous me dites que là, ready to go. Alors, Okay. est-ce qu'on est prête? Vous avez respiré? Prête? Prête. Ok, vous êtes anglophone. Can we move? I'm ready. Good, I like it. Alors, écoutez attentivement la question. Si c'était à refaire, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? Si c'était à refaire, quelle erreur aurais-je évité à reproduire? Sur quel plan? Surtout le plan. Peut-être il y a une erreur que vous venez de faire à Japan. Peut-être une minute, peut-être. C'est aussi une erreur. Si c'était à refaire, je n'aurais pas hésité à faire les études que moi je voulais faire parce qu'on m'a imposé de faire ce que j'ai fait. C'est tout. Ça a été vraiment un plaisir, madame, de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Pas la dernière fois. Je suis disponible, c'est à vous. Vous avez aimé l'émission? J'ai beaucoup aimé. Vous avez beaucoup aimé, J'ai hein? beaucoup aimé. Alors, c'est la fin de cette émission. Nous disons un très grand merci à la grande équipe technique de Tableau Nord. J'ai dit un très grand merci à mon caméraman privé personnel, Jérès Chimanga. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao!